How much better can I show my love for you than say I do, I do, I do. Salut à tous, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode d'un journal de grands frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, un de mes sujets de discussion préférés en vérité, c'est l'amour et plus en général la manière de communiquer son amour et de l'autre côté, la manière et l'importance de le recevoir. Pourquoi je fais cet épisode-là? J'ai préféré commencer mon podcast par un épisode lumière pour bien montrer ma volonté, évidemment, de transmettre que du positif. Pour moi, si on commençait la série de podcasts par un épisode des ombres, donc un sujet à caractère un peu négatif, même si à la fin il y aura toujours une touche de positif, ça l'aurait pas fait et ça n'aurait pas trop été en adéquation avec mes valeurs. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire un premier épisode des Lumières et je me suis dit quel sujet parmi les lumières de la vie était le plus important pour moi. Et pour moi, le sujet le plus important, c'est l'amour. Donc l'amour, que ce soit l'amour de soi-même, l'amour de Dieu en tant que croyant, en tant que musulman, ou l'amour de son entourage, de ses proches. Donc c'est la manière dont on fait savoir à son entourage, qu'on les aime. Alors, je suis parti d'un constat simple. Donc à chaque épisode, on va partir d'un constat, on va dresser des tableaux et des conclusions. Donc je suis parti d'un constat simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas se sentir aimées comme elles le voudraient, ou à l'inverse, des personnes sont aimées mais ne savent pas le reconnaître ou retransmettre l'amour qu'elles reçoivent. Donc on va parler dans cet épisode des différents langages de l'amour dans un premier temps. On va aussi parler des différents profils de personnes qui existent et des besoins qui se créent de ces profils-là, et du coup, les correspondances entre les différents langages de l'amour et les différents profils de personnes en se basant sur différentes expériences psychologiques. Et enfin, on va faire toujours avec des liens à la spiritualité, à l'islam, comme j'ai expliqué dans l'épisode introductif. Du coup, moi, j'essaie toujours de faire des liens avec l'islam et les bons enseignements islamiques pour essayer de donner des outils ou des conseils avec encore une fois beaucoup d'humilité et beaucoup de prise de recul par rapport à mon âge, bien sûr. J'ai aucun conseil à donner à personne, bien sûr, ce ne sont que des paroles que je décide de partager au monde. Elles seront reçues par qui le voudra bien. Et sinon, moi, c'est toujours un plaisir de partager ce podcast avec vous. Alors, on va commencer par parler des travaux de Monsieur Gary Chapman. Alors, Monsieur Gary Chapman, c'est quelqu'un qui a défini les langages de l'amour. Donc aujourd'hui, grâce à ses travaux, on estime qu'il existe 5 types de langages de l'amour différents qui sont coexistants chez les personnes. La première, la plus commune, c'est la parole valorisante. Alors la parole valorisante, on peut aussi faire un parallèle à l'islam. On parle de kalima tayyiba. Donc c'est une recommandation prophétique de toujours essayer d'avoir une bonne parole pour son entourage. Pour moi, ce langage d'affection-là, il est très important parce que c'est l'une des manières les plus simples pour les gens de transmettre leur amour à leur entourage avec des mots simples comme je t'aime. Je t'aime, c'est simple dans le phrasé. Bien sûr, c'est pas forcément simple pour tout le monde de le dire, et au fur et à mesure de l'épisode, on va essayer de trouver des manières de le dire ou de le faire ressentir à son entourage, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important pour une personne que de se soucier de savoir si son entourage ressent l'amour qu'on leur porte, parce que ce serait bien dommage, par exemple, pour moi qui suis grand frère, d'avoir mes frères et sœurs qui ne sauraient pas à quel point je les aime. Ce serait une source de grande tristesse pour moi. Et si la vie dans son cycle et qu'on part comme on arrive, c'est une expression qu'on dit souvent chez moi, on part comme on arrive, bah, écoutez, je vais décéder avant mes frères et sœurs, et j'aimerais beaucoup qu'ils sachent avant ma fin que je les aime de tout mon cœur, et je les salue d'ailleurs quand ils écouteront ce podcast. Alors, la parole valorisante, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas le seul et unique langage d'amour existant.
Ensuite, on a le moment de qualité. Celui-là aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié chez un grand nombre de personnes. C'est le fait de savoir partager de bons moments ensemble. Le fait d'avoir des vraies discussions, qu'elles soient légères ou profondes, mais avec une attention totale. C'est-à-dire que quand vous discutez avec ce genre de personnes qui ont ce langage affectif-là, elles vont être très attentives à la manière dont vous les écoutez, à la manière dont vous interagissez avec elles. Par exemple, elles vont être plus facilement touchées si par exemple elles discutent d'une chose qui est pour elles importante et que vous êtes sur votre téléphone. Ensuite, il y a les cadeaux. Donc ça, on peut encore une fois faire un parallèle à l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux croyants et aux croyantes de faire des cadeaux lors des fêtes religieuses telles que l'Aïd, par exemple, pour montrer et signifier son amour à sa famille. Donc les cadeaux, c'est quelque chose de très important parce que pour beaucoup de personnes, le fait de dire je t'aime, c'est pas quelque chose de très facile et elles vont plutôt se tourner vers le fait de faire des cadeaux pour montrer l'affection qu'elles ont vers les personnes dans un objet. Vous avez ensuite les services rendus, donc ça c'est un langage affectif comme la bonne parole qui est pour moi un langage affectif du quotidien parce que c'est la manière de se rendre disponible pour l'être aimé. Donc c'est être là pour lui quand ça va, surtout quand ça va pas, lui rendre des services, être là à l'accompagner dans la moindre des tâches, être volontaire. Donc ça c'est un langage affectif aussi apprécié d'un grand nombre de personnes. Et enfin, un langage affectif qui pour moi, dans beaucoup de cultures, notamment subsahariennes, n'existe pas trop, surtout chez les hommes, c'est le toucher physique. Donc le fait de prendre dans les bras l'être aimé, de l'embrasser. Et par exemple, ça je trouve ça dommage, mais dans beaucoup de cultures, on souligne derrière le fait d'être derrière la masculinité et la virilité, le fait d'avoir une certaine distance physique avec l'être aimé. Par exemple, ça j'ai remarqué ça chez beaucoup de mes amis et de mes frères, une difficulté par exemple à prendre dans les bras sa mère, simplement. Et c'était aussi une de mes difficultés. J'avais beaucoup de mal à m'imaginer prendre ma mère dans mes bras. Et j'ai eu un déclic cette année quand je discutais avec un camarade de classe qui me disait qu'en gros, lui, c'était quelqu'un qui prenait sa mère dans les bras à la moindre occasion. Et ça m'a surpris. Il a lu la surprise dans mon visage et il m'a demandé mais pourquoi tu as l'air si surpris que je prenne ma mère dans les bras? Je lui ai dit bah moi, écoute, je ne peux pas te dire la dernière fois où je me rappelle de l'avoir fait avec ma mère. Et il m'a dit mais si tu aimes réellement ta mère et que tu sais qu'elle te manquera quand elle partira, prends-la dans tes bras à chaque fois que tu la vois. Et depuis, j'essaie de m'efforcer et c'est un vrai plaisir de prendre ma mère dans les bras quand je rentre du travail, par exemple, ou quand je m'en vais dormir. C'est petit à petit et ça devient naturel. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont cette difficulté-là à prendre, par exemple, leur mère dans les bras. Et leur père, bah, là, j'en parle pas. Là, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une barrière que je ne saurais expliquer où on se dit que notre père, on ne peut pas le prendre dans les bras. Et pourtant, bah, c'est un parent, c'est un être sensible comme un autre. Autant que notre mère, il va aimer son enfant et il va se sentir heureux et touché que on le prenne dans les bras. Mais bien sûr, il faut connaître encore une fois le langage affectif préféré de son être aimé pour y être le plus présent possible et pour pouvoir, recevoir son amour et bien le comprendre, mais aussi lui transmettre le sien dans son langage. C'est très important. Et pour terminer cette anecdote-là, moi, ma mère, ça faisait des années que je ne l'avais pas pris dans mes bras. Et quand je l'ai pris dans mes bras et que ça lui a fait tilt, donc je crois que c'était 2 jours plus tard, bah, elle a été si émue qu'elle a pleuré, elle me l'a dit. Et elle m'a dit, bah, elle s'est sentie comme quand moi j'étais un enfant et qu'elle me prenait dans ses bras, quoi. Aujourd'hui, je suis plus grand. Le fait que je sois grand ou que j'ai grandi en âge, etc., n'a absolument aucune importance dans notre relation. Parce que ça reste ma mère jusqu'au bout. Et on devrait tous s'efforcer. Et ceux qui sont écoutés le podcast juste ici, je vous invite aujourd'hui à aller prendre vos parents dans les bras. Et vous verrez à quel point ça leur fera plaisir. Ou d'aller prendre vos frères et sœurs dans les bras sans avoir de raison particulière, juste les prendre dans les bras et dire bah, ça fait longtemps que je ne t'avais pas pris dans mes bras, je voulais le faire aujourd'hui. Et vous verrez le plaisir
que ce soit dans leur visage ou dans ce qu'ils vont vous dire, vous sentirez qu'ils sont émus. Il y en a qui ne sont pas capables de le dire directement, mais vous sentirez qu'ils sont émus et que ça leur fera plaisir. On va faire un lien avec l'héritage. Donc non pas l'héritage comme on en entend parler tous les jours, mais plutôt l'héritage de l'amour. Donc pour moi, l'amour qu'on arrive à transmettre et à recevoir et percevoir est souvent issu de l'amour dont on a bénéficié pendant notre enfance. Donc il faut, et c'est très important, savoir reconnaître de besoins, je dirais, en amour que notre éducation ou notre manière de grandir ou notre manière de fréquenter notre entourage et d'interagir avec le monde a créé. Pour ça, on va se baser sur une expérience psychologique qui s'appelle la situation étrange. Alors pour la mise en contexte, c'est une expérience que j'ai entendue dans une présentation du professeur Ali Habibi. Donc Ali Habibi, c'est quelqu'un qui fait de la théologie et de la psychologie. Du coup, j'essaierai de mettre le lien de cette vidéo dans la description. Et dans cette vidéo-là, il explique du coup cette expérience psychologique qui a été représentée dans le monde entier qui s'appelle la situation étrange. Alors, pour la mise en contexte, on met une maman et son enfant dans une salle avec des jouets et dans cette salle, il y a aussi une psychologue. Donc l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, l'enfant va aller jouer avec les jouets et sa mère est là. À un moment donné, sa mère va s'éloigner, mais l'enfant joue toujours et sait que sa mère, elle est là. Et à un moment donné, la mère s'en va de la salle, laisse l'enfant avec la psychologue qui la regarde, mais pas de manière froide ou juste qui observe l'enfant. Et en fonction de la réaction de l'enfant au départ de la mère, on a défini 4 profils différents d'attachement. Donc le premier profil, si vous voyez que je baisse les yeux en fait, c'est parce que j'ai pris des notes. Du coup, à la caméra, ça peut faire un peu bizarre, mais pour ceux qui m'écoutent seulement, du coup, ça fera absolument aucune différence. Donc le premier profil d'attachement, c'est l'attachement sécurisant. Donc l'enfant, il va se retourner, voir que sa mère n'est pas là, mais il va savoir que sa mère va revenir. En religion, on parlerait ici de tawakkul. Donc c'est une personne qui, peu importe ce qui se passe dans sa vie, arrive à avoir une certaine stabilité émotionnelle et une croyance de Dieu si forte qu'il arrive à ne pas laisser la situation et les émotions teinter ses réactions. Donc cette personne-là, elle a un attachement stable, elle a des parents souvent aimants et réconfortants, et en tant qu'adulte, elle a confiance en elle et en ses relations. Elle est souvent, du coup, en mesure de faire preuve de tawakkul, donc la confiance entière en Dieu et en ses plans, et sans aucune forme d'anxiété. Elle se sent en sécurité émotionnelle quasiment tout le temps. Ensuite, on a l'attachement évitant. Donc, c'est un enfant qui va venir se retourner, voir que sa mère est partie, mais sans pleurer ni rien. Lorsque sa mère va revenir et essayer de le porter, il va essayer d'éviter le contact. Ça, c'est un enfant qui va devenir adulte et qui va souvent se construire une carapace. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser paraître à son entourage qu'une chose les a blessés en se créant des distances, en prenant la distance avec eux. Ce sera sa manière de se protéger de la douleur ou des émotions qui pourraient être trop fortes, qui pourraient impacter ses réactions. Ici, on peut faire encore un lien avec l'islam, et ici, on parlerait de sabr, du coup, la patience. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de faire un maximum, qui va devoir essayer de faire un maximum de travaux de patience, parce que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'ouvrir. Donc, il va non seulement devoir avoir de la patience envers lui-même pour apprendre à s'ouvrir à son entourage, mais aussi qui va demander du coup de la patience à son entourage, qui va le voir ne pas s'ouvrir à eux. Cette tendance, c'est une carapace du temps, mais qui, au fur et à mesure du temps, finalement, à l'intérieur de la carapace, c'est la personne qui se brise petit à petit parce qu'elle ne se laisse pas vivre ses émotions pleinement. Le troisième profil, on a l'attachement anxieux ambivalent. Donc, c'est un enfant qui a manqué de constance ou un enfant qui est tout simplement anxieux. Donc, lui, c'est l'enfant dans l'expérience qui va se retourner, voir que sa mère n'est plus là et se mettre à pleurer en sanglots inconsolables. Et même quand sa mère va revenir, il ne pourra pas être conforté parce qu'il se sera senti abandonné. Ça, c'est souvent des gens qui sont
en dépendance affective, par exemple, ou des personnes qui ont un grand besoin d'affection de leur entourage et euh, qui vont avoir tendance à très rapidement ne pas se sentir aimées comme elles aiment ou se sentir très rapidement abandonnées au moindre changement de comportement. Pour l'anecdote, moi, à la différence de mes frères et sœurs qui avons tous des profils différents en termes de besoins affectifs, moi je sais que je suis concerné par cette situation-là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre mon amour à mon entourage. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé ce podcast, etc. Et je suis quelqu'un qui va très rapidement me sentir délaissé. Et à mon jeune âge, au moindre changement de comportement d'un ami ou d'un proche ou de quelqu'un de ma famille, je me sentirais très rapidement euh, abandonné, délaissé, mis sur le côté, alors que finalement, c'est juste que les personnes sont différentes. Moi, je peux avoir une manière de m'exprimer ou de vouloir prendre les gens dans mes bras ou de vouloir être proche tout le temps, constamment, etc., qui n'est pas le langage de mon proche. Et pourtant, cette personne-là, même, et c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre et que j'essaye encore de comprendre aujourd'hui parce que il y a des gens qui sont tout simplement difficiles à comprendre quand moi, mon langage affectueux et mon besoin d'attachement n'est pas du tout le même que le leur. Bah, pour avoir une relation saine, stable et où les échanges sont fluides, c'est assez difficile, surtout quand on a mon type de profil qui est l'attachement anxieux. Du coup, on est un type de personne qui a constamment besoin d'être rassuré. Euh, Typiquement, Ali Halibi, il expliquait que euh, euh, chez les femmes, ce type de profil d'attachement-là, c'est une femme qui va constamment avoir besoin d'être rassurée, qui ne va pas avoir une grande confiance en elle. Et pareil chez les hommes, hein, il ne va pas y avoir une très grande confiance en nous. Quand on a quelqu'un autour de nous, qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, on va automatiquement se dire que cette personne ne nous aime plus. Ou quand on est mari et femme, si la personne part longtemps, on va commencer à lui envoyer des messages pour lui dire quand est-ce que tu reviens, tu me manques, pourquoi tu ne me parles pas, etc. Que ce soit avec un être aimé ou son ami, alors que finalement la personne elle vit juste sa vie tranquillement et c'est nous qui nous construisons des films entiers dans notre tête à partir de réalités totalement inexistantes. Enfin, on a l'attachement désorganisé, donc là c'est un enfant qui a été éduqué dans des contradictions. Donc cette expérience-là, c'est vraiment le résultat le moins fréquent. Donc là, on va parler d'enfants qui aura peut-être vécu des violences ou des choses assez traumatisantes dans son enfance. Donc c'est un enfant qui va voir que sa mère est partie, qui va d'abord jouer, puis ensuite rigoler, puis pleurer, puis quand sa mère va venir, il va la repousser, puis ensuite pleurer pour qu'elle le prenne dans ses bras, etc. Et c'est un enfant qui va devenir un adulte avec beaucoup de contradictions, qui va se sentir tiraillé entre l'envie d'intimité et la peur de proximité. C'est un chemin qui va être difficile pour lui, les relations en général, parce que ça va lui demander beaucoup d'efforts pour guérir les douleurs du passé. Et c'est quelqu'un qui va souvent être en combat, en quête de l'équilibre entre le cœur et la raison, par exemple. Une quête de l'équilibre d'ailleurs qui est souvent mentionnée en islam. En islam, on va souvent parler du juste milieu et on va voir au fur et à mesure des épisodes comment trouver le juste milieu entre les lumières, donc ne pas être trop dans la lumière jusqu'à s'aveugler et non plus ne pas trop être dans les ombres jusqu'à y sombrer ou tout simplement s'engouffrer dans des choses négatives. Parce que finalement, que ce soit dans les langages affectifs, que ce soit dans la motivation, que ce soit dans les événements plus difficiles de tristesse, etc. de la vie, il faut savoir trouver toujours le juste milieu pour avoir les réactions, les actions et les pensées les plus justes possibles envers nous-mêmes. On va faire le lien entre la première partie et la deuxième. Donc il y a les langages affectifs et ensuite les besoins d'attachement. Pour moi, il est très important et il est très important pour nous tous et surtout en tant que jeunes qui vivons avec nos parents ou qui, pour ceux qui ont pris leur indépendance mais qui ont toujours leurs parents ou leurs frères et sœurs ou leur entourage, leurs amis, nous jeunes qui demain allons être les pères et mères de demain, qui allons être les maris et femmes de demain, etc., qui allons potentiellement éduquer des enfants, de savoir faire le lien entre notre langage affectif et le besoin d'attachement de la personne en face.
et le langage affectif de la personne en face. Parce que je pense que notre constat du début de beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se sentent pas aimées, qui peuvent se sentir par exemple seules ou mis sur le côté ou détachées de leur entourage, je pense que pour beaucoup, c'est tout simplement un manque de connaissances et un manque peut-être d'information de l'être aimé, tout simplement, de son langage affectif. Et pour ça, il va falloir pour nous tous faire le travail d'essayer de comprendre un maximum la personne en face. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, à titre d'anecdote, je suis quelqu'un, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'être rassuré. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va constamment me faire des films dans ma tête où les gens ne m'aiment pas. Mon entourage ne m'aime pas. Et pourtant, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne m'aiment pas. Mais dans ma tête, et ça c'est encore une fois c'est l'attachement anxieux qui fait ça, c'est dans ma tête je vais me dire que telle personne ne m'aime plus. Ou à la moindre erreur ou à la moindre petite action qui aurait créé un désagrément ou un échange un peu houleux, je vais penser que la personne va me définir l'entièreté de ma personne sur cette action-là. Et pourtant, la personne m'a pardonné ou la personne a oublié. Encore une fois, d'ailleurs, on va parler du pardon parce que je pense que c'est une notion qui va revenir dans plusieurs épisodes. Le pardon, c'est quelque chose de très important pour le langage affectif. Parce que aussi intelligent soit-on, aussi connaisseur du langage affectif et du besoin d'attachement de la personne en face soit-on, on ne peut éviter les conflits, on ne peut éviter les disputes, on ne peut éviter les moments de désaccord. Mais quelque chose qui est très important et qui est une notion cruciale en islam, c'est le fait de savoir pardonner. Il faut savoir pardonner et pour moi pardonner à deux échelles. Donc se pardonner soi-même des erreurs qu'on a pu faire et essayer de tout faire pour ne pas les reproduire et s'excuser quand on a fait une erreur ou une mauvaise action, pardon, mais aussi pardonner son entourage. Par exemple, je connais beaucoup d'amis et de membres de mon entourage et ça va être quelque chose, je pense, qui va revenir aussi beaucoup dans mes podcasts, c'est la relation aux parents qui ne, par exemple, ne sentent pas l'amour de leurs parents ou qui vont parfois même penser que un de leurs parents ne les aime pas. Et pourtant, quand on prend, et si ils prenaient, je pense pour beaucoup, le temps de discuter avec les parents, même si je sais que c'est un effort, hein, ce que je dis c'est simple comme ça à dire devant une caméra, etc. Mais le vivre, c'est pas forcément la chose la plus facile. Mais je pense que avec les parents, et souvent du coup pour les enfants issus de l'immigration, il y a un gros décalage des fois dans le langage affectif. Par exemple, un jeune homme, souvent, il va sentir une distance affective avec son père. Et pourtant, pas du tout. Parce que souvent, le père de famille, le bon père de famille, c'est quelqu'un qui va travailler pour son entourage, quelqu'un qui va prendre de son temps pour faire des services, pour essayer d'améliorer le quotidien de sa famille. Et peut-être que c'est pas, souvent dans nos cultures d'ailleurs, les pères de famille, c'est pas des personnes qui vont venir dire à leur fils, ah mon fils je t'aime, ou qui vont dire, ah mon fils je suis fier de toi, etc. Mais qui vont le montrer d'autres manières. Par exemple, dans la culture ouest-africaine, le père de famille, lorsqu'il est fier de son fils, il va plutôt le dire, il va plutôt parler de sa fierté à sa famille, à sa femme, du coup à la mère de son enfant, ou à ses frères et sœurs, en le citant comme bon exemple, mais très rares sont les cas où le père va venir dire à son fils « je suis fier de toi ». Mais c'est une manière pour lui de bien montrer qu'il est fier de son fils en le prenant en exemple auprès de son entourage. Mais le fils, par exemple, peut se sentir délaissé et dire « mais mes efforts ne sont pas vus ou ne sont pas constatés », alors que si simplement il prenait le temps de discuter avec son père, le père comprendrait que son fils a besoin de plus entendre de kalima teiba, du coup, de bonnes paroles de son père. Et le fils aussi comprendrait que toutes les petites actions, que ce soit le travail, que ce soit le temps dépensé par son père, c'était sa manière de dire « je suis fier de toi et je t'aime et tu es quelqu'un d'important pour moi ». Ça peut être pareil dans l'amitié, quand deux amis proches n'ont pas du tout le même langage affectif, mais que celui qui a l'attachement anxieux des deux se sente délaissé alors qu'il aurait pu tout simplement communiquer. Il va falloir aussi développer l'art de l'écoute et de la parole. Je veux vraiment insister sur l'art de l'écoute, donc l'art de savoir
écouter son entourage, l'art de savoir observer son entourage. Parce que je pense que beaucoup du langage affectif, beaucoup de l'amour qu'on transmet pour son entourage ne passe pas par les mots. Ça passe par des petites intentions, ça passe par des regards, ça passe par des mouvements, par des services, par des cadeaux, comme on a cité en début de vidéo. Mais pour savoir le voir, le reconnaître et le sentir, il faut savoir écouter et observer. Et aussi, l'art de la parole, du coup, savoir faire au maximum transparaître son amour, que ce soit dans les mots doux ou dans les phrases en général ou dans la manière de parler qui soit douce avec son entourage. Les mots peuvent être des guérisons. L'art de bien s'exprimer et de bien écouter fait partie des bonnes manières en islam. L'amour pour autrui, je vais rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que nul d'entre nous ne serait vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire que c'est très important de savoir se connaître soi-même, savoir reconnaître ses besoins en termes d'affection et d'amour. Mais c'est aussi, et pour moi c'est tout aussi important, de savoir reconnaître les besoins et l'amour et le reconnaître réellement et montrer qu'on le reconnaît réellement, l'amour que l'être aimé nous transmet. Pour résumer, l'amour c'est quelque chose de très vaste et qui a plusieurs langages. Notre besoin d'être aimé, notre manière de montrer notre amour et notre besoin d'attachement est souvent façonné par notre passé et par notre histoire. Mais s'il y a de la communication, c'est le meilleur moyen de créer des relations saines et stables. Je terminerai ce podcast en disant que l'amour est une lumière. En comprenant ces mécanismes, en apprenant à pardonner, en apprenant à faire preuve de patience avec soi-même et son entourage, on ne fait pas que grandir dans nos relations, on grandit soi-même. S'aimer et aimer autrui, c'est un chemin vers l'apaisement et la spiritualité. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas à partager ce podcast comme un petit signe ou un grand signe selon les personnes, un signe d'affection pour votre entourage. Ce que je pourrais vous demander, parce que j'aurai à chaque fois une demande à chaque fin de mes podcasts, déjà ce serait de commenter et de me dire ce que vous avez pensé de cette petite réflexion sur l'amour et les langages de l'affection, mais aussi d'aller voir quelqu'un qui vous est proche et de réfléchir d'abord avant d'aller le voir et de vous dire quelle est la personne que vous aimez mais dont vous n'avez pas l'impression de lui montrer assez. Ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, un ami, une amie, etc. Allez la voir et essayez de trouver le meilleur moyen de lui transmettre cet amour-là, que ce soit en le prenant dans les bras ou tout simplement en lui envoyant un SMS, un message où vous lui disiez que vous l'aimez, ou en lui faisant un cadeau parce que cette personne-là vous a dit qu'elle aimait une telle chose. Ma demande de cet épisode-là, c'est d'aller trouver une personne que vous aimez et de lui faire savoir que vous l'aimez. Même si vous lui avez déjà dit dans la journée, redites-lui, parce que je pense qu'on ne vit jamais assez pour avoir trop dit à notre entourage qu'on les aime. Donc profitons du moment présent pour le montrer à notre entourage, parce qu'il n'y a rien de plus cher que le moment présent. Et maintenant, c'est le moment le plus opportun pour le faire. Si vous attendez, c'est déjà trop tard. Maintenant, c'est le meilleur moment pour dire à son entourage qu'on les aime. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai donné beaucoup d'informations. J'espère que cet épisode vous a plu. On essaie toujours de faire cet épisode-là avec le cœur, avec encore une fois beaucoup d'humilité. Il n'y a aucune leçon, mais seulement du partage. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, de paix et d'amour. On se dit à bientôt pour le prochain épisode. Je vous aime toujours. Merci pour tout. Lights just around the bend, my friend. Moon, river.